coup de cœur compulsif, tu l'appelles comme on veut, mais 12 jours passés à Tulum en amoureux, on est revenu avec un appart. Ouais, à Tulum, donc au Mexique, c'est ça? Au Mexique, Exact. effectivement, c'est un appart qui est en construction. Donc en fait, on a acheté une résidence secondaire là-bas, mais on voulait la valoriser. Donc on a commencé à faire du Airbnb. Et là, c'était une révélation parce que c'était très rémunérateur. J'avais tout automatisé pour faire en sorte de pouvoir gérer le bien à 700 km de distance. Et c'est ça qui a amorcé notre envie d'investir dans du locatif en fait. Non, notre valeur ajoutée, je pense que c'est vraiment notre expertise déjà. Si, une chose à ajouter, c'est que nous-mêmes, nous sommes investisseurs. Oui. Salut Julie, salut Benjamin. Salut. Moi c'est Julien. Salut. Enchanté. Salut Julien. Enchanté. Ouais. Ouais, salut Julien. Enchanté. Merci de vous prêter au jeu du micro. Bon, j'ai pas trop eu le choix. Vous avez fait le forcing aussi un peu, donc je vous ai assis ici. On voit que Julie, elle sait faire. Alors, Julie, Benjamin, vous êtes franchisé de Rent Company depuis pas longtemps, a priori. Depuis juin, on a commencé réellement en septembre. Ok, donc septembre 2024. Oui, tout à fait. Donc Ouais. c'est tout récent. Tout récent. Donc vous allez pouvoir dire que du bien, quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'espère. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on remet un peu de contexte, on est du coup dans un château ici, qui n'est pas le vôtre ni le mien. Non, Non malheureusement. plus, voilà. Parce qu'on est à un événement tous ensemble qui s'appelle le Live Mastermind, qui est organisé par Mathieu Gillette, donc le fondateur de Rent Company, qui est une société de travaux clé en main. Exactement, Ça, c'est pour la présentation. c'est ça. Mais à côté de ça, évidemment, vous n'êtes pas né en vous disant je vais faire franchisé de Rent, donc vous avez un parcours à nous partager. Je vais vous laisser vous présenter puis nous en dire un petit peu plus. Ouais, je vais laisser Julie commencer. Parfait. Bah écoutez, moi je vais avoir 44 ans, on a 2 enfants avec mon amoureux. Et j'ai déjà un parcours, moi, dans l'immobilier, c'est-à-dire que ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier. Donc j'ai démarré par une école de vente chez La Forêt Immobilier, qui a été une révélation pour moi. Et puis je cartonnais dans les chiffres, et donc j'en voulais plus. Sauf que mon directeur d'agence ne voulait pas me manager plus. Donc j'ai décidé de claquer la porte. Et au même instant, le réseau IAD France commençait à naître en fait en France. Donc je ne savais pas trop ce que c'était, je ne comprenais pas ce qu'on m'expliquait comme le marketing de réseau. C'était vraiment très novateur, couplé à l'immobilier. Tout ce que je savais, c'était que c'était de l'IMO, donc je savais faire. Et ce qui me plaisait, c'était que pour la première fois, je pouvais être indépendante. Donc, c'est moi qui allais fixer mes revenus en fonction de mon travail, de mon professionnalisme. Et à ce moment-là, j'ai signé. Chez La Forêt, tu étais salarié? Oui, C'était- chez La Forêt, j'étais salariée. Donc, j'ai signé en février 2009 au sein du réseau IAD C'était vraiment France. le début, ouais. C'était le tout début. Le réseau a été créé le 1er mai 2008. Donc, il y avait moins d'1 an de recul. Par contre, j'étais complètement convaincue de cette nouvelle ère de l'immobilier digitalisé. Donc, ça a cartonné. Et puis, donc, j'ai fait de la transaction, mon métier premier. Et j'ai su saisir l'opportunité du marketing de réseau. Et donc, aujourd'hui, j'ai constitué une équipe de 215 personnes qui est répartie en France et au Portugal. Ok, donc tu es toujours là chez IAD. Aujourd'hui, je suis chez IAD, mais pour moi, le challenge est relevé. Et donc, je prends la décision de vendre mon équipe, car c'est un fonds de commerce qui est valorisé. Ça fait pas beaucoup d'années qu'ils ont commencé, non, à valoriser justement, à vendre un petit peu ce côté, vous pourrez capitaliser là-dessus. Ça vendre fait le fonds de quelques commerce. années. Ça a toujours été, en fait. On savait que ce fonds de commerce avait une valeur. On prend en gros ton chiffre d'affaires, on valorise à 3, 3,5. Ok. Voilà, sur les 3 dernières années. Ça se développe de plus en plus, puisque de toute façon, de créer une équipe, ça se fait sur des années. Bien sûr. Donc il faut déjà valoriser ton expérience, ta réussite, pour l'apprendre aux autres, la dupliquer, qu'eux-mêmes soient autonomes. Alors ça m'intéresse ce que tu dis, parce que j'étais au comité de direction de chez Safety, donc, qui est le deuxième réseau de mandataires après IAD. Et ce sujet fonds de commerce, je me suis toujours demandé qui pouvait justement l'acheter. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de ton équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être extérieur complètement à IAD, ou d'une autre équipe à qui ça se vend? Donc il y a plusieurs possibilités. Effectivement, on peut parler d'un repreneur IAD,
d'IAD ou voilà, un IADien ou une IADienne. Ah, vous avez des petits noms comme ça? Voilà, c'est Comme ça. les Airbusiens, à Toulouse, on a les Airbusiens. Ils se baladent avec leur badge Airbus. Bonjour, je peux avoir une promo? Je suis chez Airbus. c'est pareil. Exactement. Ok. Donc un IADien, une IADienne qui donc fait partie du réseau, qui a une plus ou moins grosse équipe et donc plusieurs solutions. Soit l'IADien a une petite équipe et à ce moment-là, il peut être basculer toute son équipe et venir me remplacer. Donc il va faire d'autant plus grossir sa lignée. Soit c'est une personne qui a déjà une belle organisation et à ce moment-là, les managers au-dessus ne vont pas que cette personne quitte. Donc il faudra une personne de la famille du repreneur, une fille qui a fait des études de management, d'immobilier, qui est majeure et qui peut venir, moi, me remplacer. Donc ça, c'est possible. Sinon, l'autre solution, c'est que ce soit une personne extérieure au réseau IAD. Attention, il faut qu'il ait un bagage quand même assez sérieux en immobilier, avec une casquette de manager déjà bien remplie, réussie, et tout devra être validé par le siège d'IAD France. Ok. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est externe, ça doit être validé, ou même si c'est quelqu'un qui est interne, ça doit être validé? Même si c'est quelqu'un qui est interne. D'accord, ok. La tête du réseau aura de toute façon, pour valoriser le propre commerce, le propre fonds de commerce d'IAD, la tête du réseau aura son accord Ok. à donner. Et tu disais, ça se valorise à peu près 3 fois le chiffre d'affaires, c'est ça? Exactement. 3 années de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires que tu faisais toi, ou le chiffre d'affaires de l'équipe? Le chiffre d'affaires de l'équipe Enfin, uniquement. Le chiffre d'affaires des commissions que tu touches sur le chiffre d'affaires de l'équipe. Oui, c'est ça? tout Ok. à fait. Voilà. Très bien, merci pour cette précision, c'était intéressant. Benjamin, toi, tu Merci. peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur ton parcours? Bien sûr, bien sûr. Donc moi, c'est Benjamin, j'ai 36 ans. Donc je suis marié à Julie et moi, je suis un pur produit du bâtiment. Mon père avait son entreprise, Général du Bâtiment, et en fait, depuis tout petit, j'étais sur les chantiers avec lui. Par passion, de créer, de valoriser des biens. Et donc, je suis électricien de métier, j'ai fait un cursus d'électrotechnique. Dans le groupe FH notamment, j'ai été salarié pendant une dizaine d'années. Et après, j'ai rencontré Julie à une époque de ma vie où on a commencé à investir ensemble. On a acheté notre première résidence principale. J'ai acheté une étable, il n'y avait pas d'eau, pas d'élec, pas d'assainissement. Et j'ai dit à Julie, ok, je veux bien aller sur ce projet, mais par contre, je sais que les travaux, ça peut durer 10 ans. Donc, je quitte mon travail pour me focaliser sur les travaux. Et moi, c'était un déclic de l'investissement, notamment 3 ans plus tard, au moment de la revente. Mais le parallèle que je veux faire par rapport à ça, c'est que je suis issu du bâtiment. Donc, je travaille avec mes mains. Si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Eh oui. Et ça, je l'ai compris assez rapidement en rencontrant Julie. Et Julie, issue de l'immobilier, en fait, elle avait cette possibilité dans la transaction d'avoir un revenu qui n'était pas corrélé à son temps de travail. Donc, je me suis testé au commerce. Pas fait pour moi. Pas du tout. Pas du tout fait pour moi. Donc, voilà, j'ai testé pas mal de choses en commerce, mais je suis vraiment pas bon pour ça. Et donc, je suis revenu dans le monde du bâtiment et dernièrement, encore là, je suis conducteur de travaux tout corps d'état. Spécialisé secondes œuvres, c'est quelque chose qui me plaît plus. J'aime créer, pas forcément construire, mais valoriser les choses. Et voilà, et donc récemment, associé, j'ai découvert de Rand Company. Début d'année, j'en ai parlé à Julie et sur cette phase où je sais que commercialement, je ne suis pas forcément bon. Et j'ai proposé à Julie de s'associer avec moi pour gérer toute la partie commerce et moi gérer tout ce qui est opérationnel, technique sur le terrain, sur la gestion des chantiers. Ok, donc Voilà. là, l'idée c'est d'avoir un duo où justement cette partie commerce qui est à la cune, c'est plutôt Julie, commerce / business, développement. Tout à fait. Et toi, plutôt la partie exécution sur le terrain Exactement. et vision aussi peut-être Oui. de tous les sujets rénovation. Et obligatoirement. Eh ouais. Obligatoirement parce que j'ai cette expérience, j'ai cette facilité. En fait, je me suis rendu compte que déjà, je trouve que le fait de travailler avec ses mains, il y a une certaine légitimité. Je sais faire. Donc, quand j'ai des sous-traitants ou des personnes qui bossent pour moi, en fait, j'ai un vrai regard expert. Mais là où je prends vraiment mon pied, moi, c'est sur la gestion des travaux, sur l'anticipation, l'organisation, pour faire en sorte que le chantier il se déroule facilement. Et c'est ça que j'adore. Et c'est ce que j'ai trouvé chez De Rand Company.
Alors, on l'a pas dit, je crois d'ailleurs, mais vous êtes à Aix-en-Provence. Oui, Je suis exactement. pas sûr qu'on l'ait dit. Tout à fait. Donc franchisé de Rent à Aix-en-Provence. Comment ça se passe? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la franchise d'ailleurs? Alors j'ai déjà reçu Mathieu sur le podcast, mais est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? C'est quoi comment on adhère au réseau? Bien Quels sont sûr. les avantages? D'accord. Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est une entreprise générale du bâtiment. Donc on est rémunéré exclusivement sur les travaux. D'où l'importance en fait où chaque franchisé doit avoir une expérience dans le monde du bâtiment, dans la gestion de travaux. Et après, l'idée de Mathieu, c'était de proposer des projets. Donc là, il y a une partie commerciale où on source les biens, on regarde la rentabilité, le montant des travaux, et après on balance. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que moi, ça faisait un petit moment que je me posais des questions, parce que dans mon métier, j'étais fatigué. Alors, je ne sais pas si c'est le terme, c'est peut-être un peu fort, mais j'avais envie de changer la typologie de clients avec qui je travaillais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le particulier, il y a énormément d'émotionnel quand on fait les travaux pour lui. Il y met son cœur, c'est sa maison de vie, ainsi de suite. Et en fait, je suis tombé sur une interview de Mathieu avec Caroline Artaud, où en fait, je vois Mathieu qui dit des choses que moi je pense, mais avec qui je ne peux pas échanger. Et donc, je me dis, bah, ok, je vais passer un coup de fil à la franchise. On m'a mis en relation avec William Costa à ce moment-là. Et après, en fait, là, on a commencé à faire des... On a été audité. Auditer, Ok. voilà, tout à fait. Sur notre expérience, sur nos valeurs, est-ce que c'est raccord avec la franchise pour pouvoir intégrer. Ok. Qu'est-ce que c'est le quotidien aujourd'hui d'un franchisé de Rent? Alors, le quotidien, c'est déjà le matin, on fait beaucoup de prospection. Donc, c'est mon cœur de métier, donc franchement, j'adore faire ça. On fait le suivi de nos dossiers qui sont en cours, la gestion des travaux, la relation avec les clients, les fournisseurs, faire le point sur les plans, négocier les devis pour l'achat des matériaux. Ce qui est important, c'est de très bien acheter. Et puis l'après-midi, on part en visite. Donc on va aller vraiment, après avoir sourcé les biens le matin, sur toute la semaine, on va caler nos visites. Et donc on va faire des vidéos des biens. On emmène en fait nos futurs clients investisseurs en visite avec nous. Voilà, c'est moi qui me mets en scène. Et puis on prend pas mal de photos, de métrages. C'est très important de connaître bien le bien et de s'en imprégner. Pouvoir aussi se projeter. Quelles sont les possibilités, les optimisations sur tel type de biens, des maisons, des appartements, des immeubles, des granges, des plateaux nus. Il y a beaucoup de possibilités. Et une fois qu'on rentre à la maison, en fait, on va s'octroyer du temps pour faire le chiffrage des travaux de façon la plus précise possible avec ce fameux logiciel qui est vraiment une pépite qui nous aide grandement. Voilà. Donc c'est un logiciel de cotation, c'est ça? Un logiciel de cotation de travaux. Ok. C'est ce qui a fait aussi qu'on a été... qu'on s'est orienté chez Doran Company. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la façon de gérer les travaux, elle est hyper importante. Si tu en as un peu partout, dans tous les sens, et là, en fait, on a un logiciel qui regroupe vraiment tout. Et c'est juste un gain de temps incroyable. Vous avez quoi dans ce logiciel? Vous avez le prix des matériaux, le prix des prestations, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout. La typologie du bien, l'adresse, le prix d'achat, la négociation, le montant des travaux, toutes les commandes, les références liées à nos fournisseurs. Donc, on a des fournisseurs nationaux, mais après, en fonction des endroits où on est, par exemple, Aix-en-Provence, on n'a pas forcément les mêmes fournisseurs qu'à Saint-Brieuc. Donc, en fait, on rentre tout ça, on a toutes nos références, et en fait, c'est ce qui facilite la prise de commande, la livraison sur le chantier, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est des automatisations qui nous permettent de gagner du temps. Et dans ce logiciel, on va aussi bien sûr présenter le dossier le plus complet possible pour nos investisseurs. Et donc, on va notifier le nombre de, par exemple dans un immeuble, le nombre de lots que l'on va faire, que l'on va créer, comment on va les louer, qu'est-ce qu'on propose, est-ce qu'on les loue en location longue durée ou location courte durée, et on va appliquer notamment un loyer, un montant de loyer. Et ça va nous calculer par rapport au montant d'achat, montant des travaux, frais de notaire, revenus locatifs, une rentabilité. Donc quand on envoie à notre client potentiel investisseur ou à des coachs en immobilier qui ont un vivier d'investisseurs qui veulent investir, et notamment Aix-en-Provence attire beaucoup d'investisseurs, c'est une valeur sûre en immobilier, eh bien, entre la vidéo et le chiffrage complet, les investisseurs peuvent se positionner rapidement, ils savent tout de suite où ils vont.
Parce que là, juste pour être sûr, parce que la frontière, elle est quand même assez floue, vous êtes une entreprise de travaux clé en main ou une entreprise d'investissement clé en main? Travaux clés en main. Ok. On prend pas, on n'est pas payé sur le sourcing. On est payé exclusivement sur les travaux. Mais vous savez que si vous arrivez à sourcer un bien pour quelqu'un, ça vous fera... Enfin, derrière, vous avez le contrat travaux, donc c'est pour ça que vous le faites. L'idée, c'est un climat de confiance. C'est qu'on vous facilite l'apport d'un projet ou voilà, quelque chose de rentable avec le préchiffrage de rente compagnie. C'est aussi ce qui fait notre force, c'est qu'on peut préchiffrer très rapidement à la virgule près, au centime près, pour qu'une prise de décision se fasse rapidement. Il y a un vrai engagement derrière sur la partie travaux. Et après, okay. En gros, c'est de jouer le jeu. Nous, en fait, si on trouve le bien et que le client, au final, passe sans nos travaux, bah, on aura travaillé pour rien. Ah oui. Ah ouais. Ok. Aujourd'hui, vous êtes donc franchisé depuis septembre. Oui. Comment ça se passe, les débuts parce que c'est toujours le début, il faut amorcer, quoi. C'est toujours le plus délicat, mais c'est là où on est le plus animé aussi, en général. Comment ça se passe pour vous? Oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être deux réponses possibles. Un sur déjà nous, notre association. Ça peut être déjà un premier axe de réponse. Je vais y répondre. Et puis le deuxième axe, c'est au niveau de notre business. Voilà. Donc le premier axe, c'est qu'on a fait des réglages entre nous et on a bien délimité notre qui fait quoi. C'est-à-dire que Ben gère vraiment que les travaux et moi, je gère que le commerce. Et en fait, aujourd'hui, dans le démarrage d'une société, il faut aller chercher le business. Et donc, Ben intervient moins aujourd'hui. Par contre, il va avoir un énorme rôle à jouer quand nos premiers projets vont se lancer. Et donc, cet été, dans notre période de démarrage, voilà, il y a eu quelques frictions, mais c'était super parce que ça crée aussi notre complicité, très enrichissant. On dialogue énormément. Et donc, voilà, maintenant, on est vraiment calé, on est prêt pour accueillir et faire de super projets pour nos clients. Et puis, sur la partie business, alors nous, on a vécu un peu une particularité, c'est qu'on avait à peine signé notre contrat de franchise de rente compagnie, qu'on avait déjà vendu notre premier bien. Donc là, on avait des étoiles dans les yeux, on s'est dit, ouais, franchement, c'est easy. Bah, ça l'a été un petit peu moins après. Et là, on s'est vraiment mis à travailler au mois de septembre en appliquant la méthode. Et les fruits commencent à tomber. Notamment, on est sur un projet sous offre, c'est-à-dire qu'on a un investisseur. J'ai présenté un projet que j'ai présenté de façon la plus professionnelle possible, qui a beaucoup plu. L'investisseur a pris sa décision en 2 heures. Et donc, l'offre a été contresignée par les propriétaires. On est en attente de signature de la promesse de vente. C'est une maison que l'on découpe en 9 logements, avec création de parking, donc 9 parkings. C'est une très grande maison ou des très petits logements? C'est une très grande maison qui fait 320 mètres carrés. Et on a des logements entre 25 et 45 mètres carrés. Donc c'est tout à fait convenable. On va faire des T2, des T3, chacun avec sa place de parking. Ce qui est génial, c'est que sur notre commune, donc ça va être une super publicité pour nous. Et en fait, donc ce marchand ne va pas porter les travaux. Donc, on va faire ensuite des promesses d'achat avec les futurs investisseurs. Donc, clairement, il y a 9 biens à vendre. Bon, voilà, on a déjà quelques pistes d'investisseurs potentiels. Et on va réaliser pour un total de 605 000 € de travaux TTC. Ok, cool. Donc ça, c'est des travaux que vous financez vous-même, hein, parce que vous facturez tous les travaux. En fait, vous êtes contractant général. C'est ça? Parce que vous allez sous-traiter après. Non. Alors, on commence en lancement, donc obligatoirement, on va privilégier la sous-traitance. Ouais. Mais à terme, déjà, l'avantage, c'est que moi, je suis électricien et je sais faire d'autres corps de métier, donc j'ai la possibilité de travailler sur le chantier. Mais à terme aussi, c'est d'avoir nos propres équipes. D'accord, donc c'est vraiment le modèle de Rennes, c'est quand même d'avoir des équipes salariées et intégrées. Ouais. Tout à fait. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'est pas d'être contractant général ou non. La différence pour ceux qui le savent pas, c'est effectivement quand je l'explique là pour aux auditeurs, contractant général, c'est quelqu'un qui va vraiment faire travailler différents corps d'État, ou en tout cas différentes personnes, mais qui aura pas des équipes intégrées. Alors que vous, le modèle, c'est avec des salariés. Le modèle à terme, oui, c'est d'avoir notre propre salarié. Au-delà sur le point chantier, mais c'est d'avoir des chargés d'affaires, d'avoir une assistante de direction, de gestion, ainsi de suite. Mais oui, on reste une entreprise. Ce qui est moins modulable en fonction des fluctuations de business, ça c'est certain. Forcément. Mais ce qui améliore fortement les marges en général. Trouver un petit peu cette régularité dans les projets en fait. C'est là où la partie de Julia elle est importante.
Et d'ailleurs, si tes auditeurs nous écoutent, et si tu peux me permettre, en fait, on va être en recherche très rapidement d'un chargé d'affaires. Donc, qu'est-ce que c'est un chargé d'affaires? C'est une personne qui va aller chercher des chantiers à réaliser dans le cadre de la franchise de Rand Compagnie et qui va aussi avoir une partie de gestion de travaux de ses propres chantiers. C'est une personne qui va être indépendante, voilà, qui va rémunérer sur un profil d'évolution de rémunération voilà, de 6 à 8%, c'est contractuel. Et puis, il sera formé par la franchise de Rand Compagnie. Quand tu dis indépendant, c'est statut indépendant? Exactement. Ok. Bon, c'est bien en tout cas de faire, voilà, si ça intéresse des gens. Donc dans la zone Aix-en-Provence, c'est quoi la zone justement d'un franchisé On est aux environs, on est à entre 20 et 30 km autour d'Aix-en-Provence. Ok, ah oui, je pensais plus, d'accord, donc ça va, ça reste un marché très local, très maîtrisé. Oui, quoi. l'idée en fait c'est d'être expert de notre secteur. Donc en fait, si tu as un secteur trop grand, tu peux pas être partout. Ah bah parfait, ça c'est la base de l'immobilier en général. Ouais, c'est important. Donc c'est l'idée, c'est de connaître assez bien notre marché. Il y a Aix-en-Provence, mais il y a toutes les petites villes autour où en fait tu as des différences. Donc secteur trop grand, non, trop compliqué à gérer. Et en fait, on est partout et nulle part à la fois, quoi. Là, dans le modèle, vous gérez majoritairement, vous allez gérer seconde œuvre ou vous gérez aussi, vous pouvez gérer du gros œuvre ou de la construction par exemple? Hyper intéressant ce que tu dis. Donc nous, on est assuré, on a une décennale pour tout ce qui est seconde œuvre. On ne prend pas la responsabilité sur le gros œuvre. Par contre, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de faire de la co-traitance. Donc par contre, s'il y a une toiture à refaire, une ouverture dans un mur porteur, un parking, par exemple, le parking du bien dont on t'a parlé, c'est de la co-traitance qui va le faire. Donc moi, des connaissances que j'ai sur le secteur d'Aix. Et donc là, en fait, on prend pas de commission, encore une fois, là-dessus. On est assez transparent. Parce que souvent, le client final, c'est lui qui rince à chaque fois. Et en fait, l'idée de Mathieu, c'était pas ça. C'est pas à chaque fois de prendre un billet sur chaque prestation. Et donc, le client est mis en relation directe avec la personne qui fera tout ce qui est gros œuvre, en fait. Ok, donc lui, il contractualise directement avec la personne, mais vous, du coup, pour le coup, vous ne chargez pas trop du sujet, quoi. On ne charge pas. On essaie de faire un pré-chiffrage du montant, de l'anticiper quand même, encore une fois. Mais par contre, il y aura un lien direct entre la personne qui gère le gros œuvre et le client, le client final. Ok, très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter sur le modèle de Rent et votre valeur ajoutée en matière de travaux dans la zone d'Aix-en-Provence? Parce que là, on parle vraiment, pour le coup, de business très local. Hein. Non, notre valeur ajoutée, je pense que c'est vraiment notre expertise déjà. Si, une chose à ajouter, c'est que nous-mêmes, nous sommes investisseurs. Oui. On va en parler alors. Voilà. C'est important d'avoir des sujets, oui, c'est ça. Qu'est-ce que, justement, racontez-nous un petit peu ça, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez entrepris de ce côté-là? Donc on a acheté notre première résidence principale, donc une grange dont Benjamin nous a parlé tout à l'heure. Voilà, ça a été une expérience magnifique avec des moments très compliqués mais qu'on a su surmonter. Voilà, c'est aussi... moi, je mets toujours beaucoup d'affect aussi dans nos propres biens. C'est là où ma fille a appris à marcher. Enfin, voilà. Donc, ensuite, moi, j'avais acheté dans le cadre d'IAD mes locaux professionnels dans le 91 que j'ai revendus sans rien faire, même pas un coup de peinture. Donc, j'ai profité j'ai surfé sur la vague immobilière qui était plutôt à la hausse. Donc, ça, c'était chouette. On a fait plusieurs projets. En fait, vu que j'étais du bâtiment, on s'est orienté très facilement sur de l'achat-revente. On était en résidence principale, on bougeait, on faisait de l'achat-revente, ainsi de suite. Et en fait, l'investissement locatif est arrivé plus tard. Plus tard parce qu'on habitait dans la région de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et lorsqu'on a déménagé à Aix-en-Provence, on ne souhaitait pas, quand on remontait voir notre famille, être chez eux. Donc en fait, on a acheté une résidence secondaire là-bas, mais on voulait la valoriser. Donc on a commencé à faire du Airbnb. Et là, c'était une révélation parce que c'était très rémunérateur. J'avais tout automatisé pour faire en sorte de pouvoir gérer le bien à 700 km de distance. Et c'est ça qui a amorcé notre envie d'investir dans du locatif, en fait. Mais auparavant, c'était pratiquement que de l'achat-revente. Okay. Avec de belles Ce qui a du sens quand tu es dans le monde du travail en général. Hein. Exactement. Okay. Ouais. Donc une fois qu'on est arrivé à Aix-en-Provence, effectivement, on gérait ce bien à distance.
qui était notre petit cocon. Et puis, on s'est dit, on va aussi découvrir la région aixoise et on va investir. Voilà, donc on est parti en week-end à l'Île-sur-la-Sorgue, qui est la ville des antiquaires. Très, très belle ville. Et puis, vraiment, on a passé un week-end formidable. C'est une ville un peu atypique, en fait. Et sur la route du retour du week-end, je me suis mise sur le bon coin. Je ne peux pas m'en empêcher. Et j'ai trouvé un bien. Ben conduisait et j'ai trouvé un bien. Je lui ai dit, regarde, ouais, attends, j'ai pas le temps de regarder. Il m'a dit, ouais, bon, je lui ai raconté un peu ce que je voyais. Il m'a dit, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Passe un coup de fil à l'agence. Donc, j'ai appelé le dimanche soir. Mais le lundi matin, le lendemain, l'agence, un professionnel, me rappelle. Et Incroyable. Il me déballe Incroyable. un lundi, C'est déjà. incroyable. Des fois, c'est compliqué. Ça rappelle. Ouais. Ça rappelle, et un lundi. Donc, c'est quand même pas commun. Surpris. Mais vraiment, le mec me pose des questions que je trouve assez pertinentes. Il met même des freins pour ne pas me recevoir, nous recevoir, puisqu'il y a énormément de travaux. Je lui dis, écoutez, montrez-le-moi. Oui, mais il y a peut-être des offres en cours, enfin des revisites. Je lui dis, bon, quelque chose est signé ? Non. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans 1 heure ? Rien. Eh bien, sachez que je viens avec mon mari et on va visiter. Donc, on visite. Nous, on a 1 heure de route de chez nous. Donc, on peut prendre le temps de faire les calculs de rentabilité, de travaux, puisqu'on avait déjà une expérience. Donc, on savait très bien où on allait. Et on visite. Et on s'était dit avec Ben, si on se fait un clin d'œil, un regard, on va communiquer comme ça et on sait que c'est OK. Effectivement, on n'a pas eu besoin de parler. Et il arrive l'heure de midi et on propose à l'agent immobilier, mais qu'est-ce que vous faites ? Là, je vais déjeuner. Est-ce que ça vous dérange de décaler votre repas, puisque nous, on va vous faire une offre au prix. Comme ça, on stoppait toutes les revisites d'artisans potentiels. Voilà. Et donc, on a acheté ce bien qui était un petit immeuble à l'état de ruine. Hein. Les planchers s'écroulaient, enfin, un chantier un petit peu dangereux quand même. Mais nous, on voyait tout de suite le potentiel, comme d'hab. Et donc, on en a fait 2 logements. Tout est loué en full LCD, location courte durée. On est dans l'hypercentre de l'Île-sur-la-Sorgue. Et aujourd'hui, on est très fiers de cette réalisation et c'est un bien qui cartonne. On a de toute façon tout automatisé vu que Ben savait faire ça. C'est vraiment le technicien entre nous deux et on est ravis. Et là, vous le gérez vous-même en automatisant justement ou quand même vous avez délégué certaines choses. Bon, le ménage, j'imagine que oui. Mais... Ouais. Alors en fait, c'est intéressant ce sujet parce que tu sais, souvent c'est un petit peu la course à la rentabilité, un maximum dans sa poche, tout ça. Mais en fait, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule par les projets qu'on avait à côté et ainsi de suite. Et en fait, on a décidé de déléguer l'entièreté de l'immeuble. En fait, on fait de la sous-location maintenant, sous-location professionnelle. Donc, ça nous permet d'avoir un revenu immobilier plus haut que sur la location longue durée traditionnelle. Donc, on est mieux payé. Et aussi pour notre banquier, c'était une réassurance pour pouvoir partir, nous, sur d'autres projets. La sous-loc, d'ailleurs, Benjamin, tu peux nous en parler, nous définir ce que c'est pour les gens qui ne savent pas ? Ouais, bien sûr. Donc, la sous-location, ce sont des professionnels qui louent en location courte durée. Et en fait, nous, l'avantage, c'est qu'on signe un bail avec cette entreprise-là, avec un revenu locatif pour nous plus élevé, mais fixe. Exactement, c'est ça l'avantage. Et eux, en fait, derrière, ils font leur business, leur chiffre d'affaires, sans rémunération aucune de leur chiffre d'affaires. Donc, en fait, eux, ils ont un bien pour faire leur business. Donc, ils ne sont pas propriétaires, ils louent. Et nous, ça nous permet d'avoir un revenu locatif un peu plus élevé que la moyenne pour avoir une stabilité pour les banques, notamment, en tout cas, pour notre cas. Ok, et cet investissement-là, vous l'avez acheté en nom propre ou en SCI ou en personne morale ? En SCI. En SCI, Ouais. ok. Parce que subtilité pour ceux qui nous écoutent, il faut faire attention quand on fait de la sous-location comme ça, qu'on loue une entreprise qui va elle-même exploiter en courte durée, c'est-à-dire que souvent c'est un bail c'est systématiquement un bail commercial, parce que c'est pas un bail d'habitation, c'est pas une résidence principale que loue cette entreprise. Tout à fait. Et donc fiscalement, on ne peut pas bénéficier du régime LMNP dans ce cadre. Donc il faut faire attention quand on est en nom propre là-dessus. Je pense que certains qui nous écoutent sont dans ce cas-là, donc faites bien attention, verrouillez-le avec votre expert comptable, votre fiscaliste ou votre conseiller, peu importe. Exact. Et à titre donc perso, on continue là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entrepris encore comme projet ? Alors, on a 2 projets en cours. Un qui est... donc, on a acheté une maison de ville et qu'on loue en fait en LLD. Donc, c'est un bien qui s'autofinance aujourd'hui.
C'est plutôt une préparation pour notre future retraite, en fait. Et puis, on a un bien achat coup de cœur compulsif, tu l'appelles comme on veut, mais 12 jours passés à Tulum en amoureux, on est revenu avec un appart. Ouais, à Tulum, donc au Mexique, c'est ça? Au Mexique, Exact. effectivement. C'est un appart qui est en construction. En fait, moi, j'avais un filleul de chez IAD qui avait migré au Mexique puisque IAD venait d'ouvrir IAD Mexique. Donc, j'ai été le rencontrer à cette même occasion. C'était un Français et je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Et en fait, il était parti pour faire son business d'IAD et notamment investir pour lui. Donc, il nous a présenté des biens qu'il avait achetés. Et il nous a dit, tiens, il y a un constructeur qui est le même que celui que je t'ai montré là, qui présente un autre projet sur un complexe 5 étoiles. Et voilà, c'était fantastique parce qu'on avait vu déjà ce qu'il faisait. Voilà, c'était vraiment, on s'est vraiment pris d'amour pour cette ville. Et l'autre paramètre qui a été important pour nous, pour notre prise de décision, c'est que le futur aéroport de Tulum, c'est un aéroport international, allait être en construction. Alors, on avait quand même eu plusieurs sons de cloche identiques, parce qu'on ne voulait pas croire juste une idée comme ça. Et effectivement, là, l'aéroport est en train de se construire. Donc, en fait, pendant le moment où on a signé notre offre d'achat, et là, la construction, donc le logement sera livré l'été prochain, si les délais sont respectés, eh bien, notre bien a pris une valorisation de plus 20%, sans qu'on ait rien fait. Donc, ça laisse un bel avenir. Et possiblement, quand tout sera en place, les infrastructures, etc., évidemment, les gens auront conscience de ça et le marché devrait aussi, j'imagine, évoluer aussi. à la hausse. Bien sûr. Comment vous avez financé ça? C'est intéressant, la question du financement sur les investissements à l'étranger. Alors, on a financé à titre perso. Pour le moment, on a versé un acompte de 30%. Et puis, on financera à titre personnel aussi au Mexique. Mais avec vos fonds propres, pas d'emprunt, parce que c'est ça Pas la d'emprunt. difficulté souvent. Pas possible de faire des emprunts pour les achats à l'étranger. En tout cas, en l'occurrence, là, Tulum, Ouais. pas possible, c'est financement en fonds propres. Et ouais, c'est difficile sans donner un bien en garantie ici ou non de tirer quelque chose. Effectivement, il faut que la banque française ait des garanties, quoi qu'il en soit, en France. Voilà, c'est compliqué. Ça peut être le point, je dirais, un peu noir de ce projet-là. Mais en même temps, je trouvais ça assez incroyable. Moi, je trouve ça fun. Pour moi, c'est un peu un Monopoly mondial, quoi. J'aime bien gagner, par contre, au Monopoly. Ouais. Et je trouve fun d'avoir des rentes d'un bien qui est déjà payé. C'est trop bien. Franchement, félicitations parce que je trouve investir loin de chez soi comme ça, en plus en avance de phase et tout ça, c'est une prise de risque aussi. Oui, complètement. Que vous initiez. Et franchement, bravo parce que c'est chouette. Et puis on pourra aussi aller y séjourner 30 jours par an, c'est contractuel. Donc aller chez nous au Mexique, enfin voilà, moi je trouve ça vraiment gros délire, quoi. Trop bien. Ou même dire à tes proches, tu veux passer une semaine chez nous au Mexique, c'est cool. Voilà, les gens qu'on aime très fort, les gens qui nous ont rendu beaucoup de services, ils savent déjà qu'ils auront des vacances là, chez nous là-bas. Trop bien, bravo pour ça. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter maintenant? Alors oui, en fait avec Benjamin, on est en train de créer un écosystème autour de notre franchise de rente compagnie et autour de notre expertise en immobilier. Donc pour préparer ma sortie d'IAD, j'ai repris mes études. Donc voilà, à 43 ans, c'est vrai que je suis fière de ça. C'est vraiment pas facile parce que d'être sur plusieurs fronts, on a aussi 2 enfants, mine de rien. Et donc je suis en train de passer un bachelor en immobilier pour obtenir le saint graal de l'IMO, c'est-à-dire la carte T. Et je me suis toujours refusée à la louer parce que ça existe, ça peut être des facilités, mais de par mon expérience, j'ai envie d'obtenir cela. Ce qui, on va pas se mentir, est une grande fumisterie, la carte T en France, puisque tu peux l'avoir avec un bac plus 3 en communication, en RH, avec n'importe quoi. Tu peux avoir fait 10 ans de marchand de biens et ne pas l'avoir. C'est quand même... à mon avis, il y a un truc qu'on a raté quelque part, dans la loi Hoguet de manière générale, qui date aussi, et qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour. Tout à fait. Et il y a une anecdote, en fait, quand j'ai appelé, j'hésitais à passer une VAE, en fait, parce que j'ai quand même 18 ans d'expertise. Donc c'est une validation des acquis par l'expérience, c'est ça? Exactement.
Donc je pouvais prouver, sauf que j'ai expliqué que j'ai fait 2 ans chez La Forêt et 16 ans chez IAD. Et j'ai expliqué donc toute la transaction, j'ai fait des centaines de transactions, Tu j'ai n'étais pas salarié. formé, voilà. Et on m'a dit, écoutez, vos sous-fifres chez IAD, je ne veux même pas en entendre parler. Waouh, tu te prends une Mais tu aurais été claque. salarié pendant 10 ans chez La Forêt, ça aurait marché, non? Complètement. Oui, bien sûr. Complètement. Ouais. Mais voilà. Donc voilà, on ne juge pas l'expérience en France, on juge les diplômes, C'est souvent ça, plus c'est que dingue. l'expérience. Ah oui. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre des Nord-Américains là-dessus, mais Tout à fait. il y a du boulot. Voilà. Il y a du Et boulot. par rapport à cet écosystème, donc dans quelques temps, nous achèterons nos propres biens qu'on ira sourcer. On vendra les travaux à nos investisseurs, on divisera et je vendrai moi-même chaque lot. Voilà. Donc en fait, la boucle sera bouclée et puis après, on verra ce qu'on créera encore d'autres. L'avenir nous le dira. Je vous souhaite plein de réussite en tout cas dans tous ces projets et merci pour d'avoir en tout cas partagé votre expertise et votre expérience. Plaisir Merci partagé. à Merci toi. Merci beaucoup. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Merci.